Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce vendredi. Merci de votre fidélité. Vous nous écoutez du côté de Cancan sur 99.9 et du côté de Kindia sur Kania Zik FM qui relaie cette émission. Au menu chez les GG, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Le président Condé qui entérine la désignation d'une des dames proposées par l'opposition pour remplacer deux commissaires décédés. Oui, ça passe pour la candidate de l'UFR, Adja Saran Kandé. Sa désignation comme commissaire à la CENI a été officialisée par décret pris hier. Pendant ce temps, c'est le flou total au sujet de l'autre dame, l'ex-ministre de l'Industrie, Adja Ramatoulaye Ba, en l'occurrence. Comment réagit-on à cet acte à l'opposition? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Monsieur Aboubacar Silla, il est le porte-parole de l'opposition républicaine, donc il va intervenir ce matin chez les GG. Présidentielle guinéenne, le RPG Arc-en-Ciel en ordre de bataille pour offrir un second mandat au sortant Alpha Condé. Pour y arriver, le parti au pouvoir et ses alliés comptent bien mettre en avant les acquis de la gouvernance de leur champion durant son premier mandat qui arrive donc à expiration. Comment vont-ils s'y prendre? D'autres questions qu'on peut poser ce matin. Pourquoi le peuple de Guinée doit-il faire confiance à nouveau au président Alpha Condé? Qu'est-ce qui va changer réellement s'il est réélu? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Lui, c'est une grande gueule. Il va faire son show ce matin chez les GG. Nabi Kiridi Bangoura, il est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, membre du directoire de campagne du candidat Alpha Condé. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à ce décret. Ouais. On peut pas passer à côté. Hein, oui, ce décret qui a été pris hier par le président Alpha Condé, qui a été rendu public, diffusé sur les médias d'État. Ouais. Alors, il officialise la nomination, il entérine la désignation de Dame Adja Saran Kandé, proposé par l'UFR, donc qui entre à la CENI comme commissaire. Et le décret reste totalement muet sur le cas de l'autre dame qui a été proposée donc par l'autre aile de l'opposition, c'est-à-dire l'UFDG et un certain nombre de partis satellites. Il s'agit de la dame Adja Ramatoulaye Ba, qui est une ancienne ministre donc qui a travaillé avec Alpha Condé. Vous savez qu'il y a quelques jours, le RPG Arc-en-Ciel, dans son ensemble, a écrit un courrier au ministre d'État de la Justice, président du cadre de dialogue interguinéen, pour émettre des réserves au sujet de cette dame. Le RPG Arc-en-Ciel invoquait le fait que cette dame développerait un acharnement, voire une attitude de haine viscérale à l'endroit de la mouvance présidentielle. Ce qui l'a amené, en tout cas dans le courrier, à demander à l'opposition de reconsidérer le choix de Adja Ramatoulaye Ba. Et à travers ce décret pris par le président de la République, qui ne donne aucune indication, en tout cas sur le cas de Adja Ramatoulaye Ba, oui. On se pose la question, est-ce que le président va entériner un jour ce choix fait par l'opposition, ou le président a pris la décision sur lui de ne pas du tout valider cette désignation faite par portant sur la personne de Adja Ramatoulaye Ba. Donc ce qu'il est à dire, c'est qu'il est à craindre aujourd'hui qu'on entre dans une sorte de casus belli autour de cette dame. On l'a redit sur cette antenne. Et comment l'opposition va prendre cet acte, c'est la grosse question qu'on se pose. La question que je me pose, c'est que finalement on se rend compte que le président acquiesce totalement face aux desiderata de certains extrémistes du RPG Arc-en-Ciel. Il l'a dit, il l'a pas caché. On se souvient très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne portent pas en cœur la dame Ramatoulaye, mais il faut peut-être réfléchir plus loin à dire pourquoi finalement cette dame a été expulsée du gouvernement. C'est clair, parce qu'on se rend bien compte que ce n'était pas une mince affaire. Bien. Bon, aussi... Vous vous rappelez des propos de Aluseni Makanera Kake qui avait dit à l'époque que nous allons mettre les journalistes au pas. Donc,
Au niveau du gouvernement aussi, on peut y croire que, ben oui, il y a des ministres qu'on peut mettre au pas, mais celle-là, non, pas du tout, raison pour laquelle elle a sauté, point barre. Vous vous rappelez, quand on l'a levée, elle a fait une sortie médiatique sur Espace, à un moment donné où elle disait qu'elle était en danger parce qu'elle allait être assassinée. En tout cas, c'est ce qu'elle avait dit à l'époque. Mais il faut analyser doublement cette histoire, parce que moi, quand même, j'ai envie de situer les responsabilités de part et d'autre. Lorsque cette dame était dans le gouvernement, elle n'était pas aussi adoubée par l'opposition, notamment par l'UFDG, parce qu'elle était devenue un peu la détestée de la famille pour être alliée au professeur Alpha Condé. Ça, il faut le dire. Il y a des couloirs où les choses se le disaient ainsi à l'époque quand elle était dans le gouvernement. Et du coup, quand elle a quitté le gouvernement, elle est devenue l'enfant. Oui, mais c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe la politique chez nous. Mais non, si. Je vous le dis que quand la dame Ramatoulaye Ba était dans le gouvernement, elle n'était pas. Non, mais si, je vous le dis. Elle n'était pas la toute jolie. Mais il y a quel mal? Il y a quel mal à ce que une dame qui a des compétences, une dame qui a des compétences, qui a travaillé dans des structures du gouvernement américain et qui, quand elle a décidé de mettre fin à sa collaboration avec ces structures-là, a décidé de rentrer dans son pays. Il y a quel mal à ce que le président de la République fasse appel à des compétences pour venir l'aider dans la réalisation de son projet de société, sur la base duquel il a été élu. Je ne peux pas comprendre que sa base ou sa famille puisse la voir aux gémonies parce qu'elle a à un moment donné décidé de travailler avec Alpha Condé. Évidemment, ça serait une aberration. Évidemment, c'était le cas. À l'époque, quand elle était dans le gouvernement, elle était plantée au pilori par sa famille politique. C'est vrai ce que je dis, j'ai des preuves de ce que j'annonce, puisque on me l'a dit dans l'oreille. Maintenant qu'elle a été expulsée du gouvernement, du coup elle est revenue dans son ancienne famille politique, on la nomme à la CENI, du coup ce sont ses anciens camarades qui disent non, elle développe une haine viscérale contre nous, etc. Il faudrait qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faudrait qu'on arrête de changer de veste à chaque fois en fonction de nos intérêts. Il faudrait que les gens aient des convictions et soient fixes, droits dans leur banquier par rapport à leurs convictions. Voilà, c'est ce que je veux dire. Allez-y, madame Yoruba. Il patauge dans tous les sens. Je patauge pas, c'est vrai. Ouais, mais voilà. Attendez. Aujourd'hui, vous êtes ministre, le professeur Alpha Condé c'est le meilleur, etc. Demain, vous n'êtes plus ministre, vous balancez de l'autre côté, alors vous le jetez là en pâture, etc. C'est ce qu'il faut dire. Les gens doivent pouvoir garder la ligne dans ce pays. Allez, voilà. Madame. Allez, votre micro est fermé, madame. Ayez mal d'entendre ce que je dis. Non, mais on n'a pas mal. Je pense qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas juste avancer les choses parce qu'on a envie de le faire. Bien. Je ne crois pas qu'on ait entendu cette dame crier, par exemple, chanter les éloges d'un tel ou d'un tel autre. On l'a vu à l'œuvre. Je l'ai dit aussi tantôt, dans ce pays, c'est difficile de s'adapter. Parfois, quand vous avez travaillé avec les institutions internationales, quand vous arrivez dans ce pays et que vous refusez les pots de bain, les pots de vin, vous avez du mal à être accepté même par votre propre famille. Parfois, c'est difficile. À plus forte raison, dans l'administration qu'on connaît. Nous avons entendu tous les politiques dire ici pour que ce pays bouge, il faut réformer l'administration dans sa totalité parce que les gens sont habitués à cette corruption qui est devenue une gangrène. Je pense que c'est ce que moi je voudrais dire par rapport à ce décret qui entérine ce choix je suppose que le chef de l'État prend du recul pour attendre que, en tout cas, que les BSB finissent entre la mouvance et l'opposition pour prendre sa décision. J'espère qu'il ne va pas tomber dans ce jeu de prendre, en tout cas, le côté d'un camp. Ce serait tordre le cou le premier en tant que père de la nation à un accord qui a été signé le 20 août pour sauver la Guinée, sortir le pays de la crise. J'espère qu'il prendra son temps parce que l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas entendu le président en tout cas de toute cette négociation. Je veux parler du ministre Cheikh Sako. On ne l'a pas entendu d'abord. Normalement, c'est lui le président. On devrait savoir qu'est-ce qu'il en pense, parce qu'il avait dit d'attendre de voir la réalisation de ce choix, la concrétisation de ce choix. Pourquoi il n'a rien dit? Pourquoi c'est maintenant que le chef de l'État a pris ce décret? Est-ce qu'il attend de voir, de concilier les deux positions pour le faire? J'espère bien, parce que sinon on aurait tordu le cou à cet accord. S'il y a une crise qui en découle, je pense que je me demande quelle serait la première personne qui prendra le pot cassé. Voilà, s'il y a conséquences, on s'intéresse évidemment à ce qui concerne cet accord du 20 août, mon cher Tamba. Oui, surtout parce que il faut dire que ça va peut-être servir, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, parce qu'il y a beaucoup d'autres points d'accord qui n'ont pas été appliqués. Sur les 128 communautés, les conseils ruraux et urbains, les 128, il avait été dit qu'au plus tard, le 2 septembre, que toute la recomposition soit effective. Nous sommes aujourd'hui le 11, rien n'a été fait jusqu'à présent. On n'entend pas assez l'opposition crier sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on vient crier sur cet autre
sujet, ce refus du président de la République d'entériner leurs propositions, moi j'ai envie de dire deux choses. Il faut être, à mon avis, il faut pouvoir prendre du recul et se poser une première question de savoir si oui ou non le président de la République dispose du pouvoir, du droit souverain de nommer qui il veut. Le décret est un acte pris par le président de la République. On peut lui faire des propositions. Mais est-ce que le président de la République a le droit de dire oui ou non à une proposition qu'on lui fait? La réponse est oui. Il peut refuser, il peut récuser qui que ce soit. Maintenant, il y a un autre contexte. Ce qu'il faut craindre, c'est le cadre du dialogue. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de conséquences. C'est vrai, le président de la République a le droit de dire non à la proposition de l'opposition. Il faut quand même consacrer cela, il faut le dire à l'opposition, qu'elle le sache. Le président n'est pas obligé d'accepter ce qu'ils ont proposé. Ouais. C'est une première chose. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà de ça et raisonner en termes de conséquences, comme tu disais tantôt. S'il est vrai que cette dame est opposée à toute malversation au sein de ce pays, c'est encore une chose à prouver. Parce que moi, j'ai envie de voir ce cadre guinéen qui n'a pas versé dans la magouille alors qu'il était aux affaires. Maintenant, s'il est vrai que cette dame ne joue pas dans ce genre de jeu, vous allez comprendre que le jeu électoral va se passer avant que l'opposition n'ait eu conscience de l'avancée, des avancements qui ont eu lieu. Bien. Parce que le véritable travail sur le fichier électoral auquel la dame aurait pu s'opposer, elle ne sera certainement pas là à ce moment. Et au moment où l'opposition se réveillera, il sera bien trop tard. Voilà. Allez, Abakar, d'autres conséquences peut-être là-dessus, votre lecture oui, surtout, mais, moi je crains, parce que ce que j'ai dit tantôt, je crains que cet acte-là ne vienne faire capoter ce processus de paix, en tout cas, fragile. Non, mais il faut le dire, les craintes existent. On ne sait pas trop comment l'opposition va réagir à cet acte-là. Moi je reste prudent en disant que, pour l'instant, puisque le ministre Cheikh Sako, à mon avis, n'a pas réagi, n'a pas répondu au courrier de la mouvance présidentielle, le courrier que la mouvance présidentielle lui a adressé, pour lui demander de demander à son tour à l'opposition de reconsidérer son choix portant sur Dame Adja Ramatoulaye. À mon avis, c'est à ce niveau, on peut penser que le président s'est montré prudent en attendant une réponse venant de Maître Cheikh Sako. C'est comme ça que moi j'analyse là ce décret. Le président attend que Maître Cheikh Sako se prononce sur ce courrier-là avant de prendre un quelconque acte. Mais sur le cas de la dame Adja Sarankandé, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucune réserve qui a été portée à son encontre. C'est pourquoi le président, à mon sens, a entériné sa désignation hier. Voilà, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend M. Aboubakar Sylla. Les grandes gueules. Monsieur Sylla, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Comment réagissez-vous à ce décret qui a été pris hier par le président Alpha Condé, qui entérine le choix d'une des dames que vous avez proposé pour aller à la CENI, et dans son décret qui reste totalement muet sur le cas de Adja Ramatoulaye Ba? Écoutez, nous n'avons été que modérément surpris par ce décret, car un avant nous en avait déjà été donné par la lettre que le chef de la délégation de la mouvance présidentielle au cadre du dialogue avait adressée au ministre de la Justice, qu'il l'a répercuté d'ailleurs, sans le moindre avis ou commentaire. Nous savions donc qu'il y avait des voix qui s'étaient élevées au sein du FPG pour refuser un choix de l'opposition, alors que ni dans la loi 016 portant composition, organisation et fonctionnement de la CENI, ni dans l'accord du 20 juillet dernier, il n'est prévu qu'un choix d'un membre au niveau des structures qui sont prévues dans cet accord ne devait être soumis à un avis de non-objection de quelque partie que ce soit. Nulle part dans cet accord n'est indiqué que lorsque nous choisissons un membre à la CENI, lorsque nous choisissons un membre dans le comité de suivi, un membre dans le comité technique, un membre dans le comité de concertation avec la CENI, qu'il faut soumettre à l'avis de non-objection de la mouvance présidentielle le choix de ce membre. Donc il s'agit d'une violation flagrante et de la loi de 016 et de l'accord politique. Les grandes gueules. Bien. On se demande quel est l'objectif qui est recherché par le pouvoir par cette attitude. Ouais. Je crois que alors, je me réfère un petit peu aux analyses de Tamba Zakari Milimono dans ce studio qui disait tout de suite que le président n'est pas obligé d'abdiguer carrément à vos propositions, M. Sylla. Mais si, il est obligé, puisqu'il est obligé en principe d'appliquer un accord interguinéen qui a été signé par ses mandataires
notamment la mouvance Alors, il y a l'esprit de l'accord, monsieur Sylla, mais vous savez également que le décret est un acte qui relève de la discrétion du président de la République. Et aux yeux de la loi, il n'est pas obligé d'entériner une proposition que vous le faites. C'est d'ailleurs l'avis de certains juristes. Sauf que là, il y a une exception. C'est d'ailleurs l'avis de certains juristes que j'ai questionné là-dessus. Hein. Oui, je comprends, mais sauf que là, il y a une exception. Vraiment, Il s'agit d'un accord. Ben, justement. Et dans cet accord, il n'est pas quand même mentionné Mme Ramatoulaye Ba. Je suis désolé, un accord est fait pour être respecté. Et lorsqu'on se met d'accord, on finit par entériner certaines dispositions. Toutes les institutions qui sont concernées par cette disposition formalisent le contenu de cet accord. Oui. Et le président de la République donc, est tenu de formaliser cet accord par la nomination de Mme Ramatoulaye Ba au poste de la CENI qui lui a été attribué au titre de cet accord. Je dois vous dire que c'est la seule question qu'on croyait avoir résolue au niveau de 3 points qui ont fait partie des conclusions de cet accord. Ouais. Comme vous savez, il y avait le problème de la CENI, il y avait la question de la recomposition des 128 conseils communaux, et troisièmement, il y avait le sujet relatif à l'assainissement des fichiers. Nous, on croyait avoir tourné la page de la CENI. Bon, sur cette page nous revient encore à la figure. Ça veut dire que l'accord politique interdépartemental du 20 août est systématiquement dans l'impasse la plus totale et que donc les conditions d'assainissement du fichier, les conditions de recomposition des conseils communaux et maintenant de recomposition paritaire de la CENI ne sont pas réunies. Autrement dit, les conditions de transparence pour ce scrutin n'existent pas au jour d'aujourd'hui. Voilà, Alors, le président de l'UFC en direct ce matin chez les juges. Vu que M. Sylla, vu que ce choix n'est pas entériné par le chef de l'État, est-ce que vous allez choisir quelqu'un d'autre pour vous représenter à la CENI ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, nous allons nous retrouver. L'opposition républicaine va tenir une plénière au plus tard demain. Et nous allons donc nous retrouver et réfléchir sur la question et voir quelle est l'attitude commune que nous allons adopter. Mais je dois vous dire dès maintenant que l'objectif qu'il y a derrière ce rejet de la candidature de Mme Ramatoulaye Ba, c'est de pousser l'opposition à bout, l'amener à quitter le processus électoral et donc à boycotter le scrutin. Donc, malgré tout ce qui se dit dans les médias d'État, malgré tous ces milliards et ces milliards dépensés pour acheter les consciences des Guinéens, malgré que le président se transforme en bon samaritain qui sillonne le pays en distribuant des caisses et des caisses de francs guinéens, malgré tout cela, la mouvance présidentielle a des craintes de perdre ce scrutin. Donc elle fait tout pour pousser l'opposition à bout, pour nous amener à déserter ce scrutin, et donc amener le président de la République à avoir un boulevard ouvert devant lui. Oui, mais monsieur Abakar, mais monsieur Abakar, si là l'opposition aujourd'hui ne se résume pas qu'à l'UFDG, il y a quand même beaucoup d'autres alliances qui sont formées. Si vous n'y allez pas, ils vont y aller aux élections. Est-ce que votre logique est pertinente? Justement, c'est justement ça le calcul de la mouvance présidentielle. C'est de pousser les principaux partis de l'opposition à boycotter le scrutin et laisser le professeur Alpha Condé en face du petit pousset et lui permettre donc tout simplement de se faire plaisir. Ouais, mais justement, M. Sylla, est-ce que cette perspective de boycott du scrutin présidentiel est même à l'ordre du jour au niveau de l'opposition? Est-ce qu'elle est envisagée, cette perspective? Écoutez, personne n'exclut cette perspective, personne n'exclut cette option. Bien. Nous attendons, pour les jours à venir, de savoir quel est le sort final qui est réservé aux dispositions de l'accord du 20 août dernier. Et nous allons voir s'il n'y a pas de transparence possible. Si aller à ces élections, c'est légitimer et valider en quelque sorte la réaction du professeur Alpha Condé, l'accompagner donc purement et simplement. Je crois que ce ne sera peut-être pas toute l'opposition qui va se retrouver pour en débattre, mais chaque parti politique qui a présenté un candidat à ce scrutin va en tirer les conséquences. Voilà. Allez, dernière question, madame. Monsieur Sylla, on a quand même remarqué ces derniers temps ces dissensions au sein de l'opposition. Ça, c'est un certain choix qui n'a pas été entériné, mais il y a un autre qui a été entériné. Est-ce que vous espérez que vous serez soutenu jusqu'à la fin, à supposer que vous vouliez mettre la pression en disant que vous ne ferez pas un autre choix? Est-ce que vous ne craignez pas d'être lâché par une frange de l'opposition? Écoutez, c'est un choix de toute l'opposition. Mme Ramatoulaye Ba n'est pas un choix de l'UFDG ou de notre parti politique. D'ailleurs, elle n'est pas membre de l'UFDG. Donc, c'est un choix de toute l'opposition. Nous nous sommes retrouvés en plénière pour définir les conditions de désignation des deux commissaires. Nous avons décidé unanimement de laisser l'UFR proposer un commissaire sans pour autant que les critères de désignation de ce commissaire désigné par l'UFR ne soient précisés. Bien. Mais nous avons dit que pour le deuxième commissaire, nous allons mettre en place une commission de 3 personnes qui va examiner les CV,
qui vont être proposés par les partis politiques intéressés à ce poste et nous allons faire le choix. Le choix de Mme Ramatoulaye Ba a été fait sur CV. Bien. Sur 8 CV que nous avons reçus, nous avons examiné, nous avons vu qu'elle avait parfaitement le profil, elle avait les états de service nécessaires pour occuper cette fonction. Et nous savons aussi que c'est une brave femme qui a du caractère, elle l'a prouvé, et à ce titre donc, nous pensons qu'elle est la mieux indiquée pour occuper ce poste au compte de l'opposition. Bien. Voilà. Il faut dire aussi, et je crois que vous deviez le relever, que nous n'avons jamais entendu Mme Ramatoulaye Ba tenir des propos incendiaires ou injurieux vis-à-vis de qui que ce soit. Je crois qu'elle anime très peu la place publique depuis que... Elle a fait une sortie quand même sur Radio Espace à un moment donné, en saquant un petit peu le gouvernement. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Mais, écoutez, si on devait se baser sur quelques propos tenus par une personne, mais il y a des classiques du RPG aujourd'hui qui ne seraient pas à leur poste. Bien. Vous savez de qui je parle, celui qui tous les jours s'amuse à injurier et attaquer l'opposition. Il occupe une fonction élevée au niveau du Parlement guinéen, puisqu'il est directeur du groupe parlementaire du RPG arc-en-ciel. Nous n'avons jamais demandé sa réduction. Un clair, vous aimez beaucoup, à vous et Damaro. Bien. Allez, grand merci en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie. Allez, à très bientôt. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et dans moins de 3 minutes, on va lancer les dés, on va le dire comme ça avec Kiridi, notre invité ce matin. Continuez à réagir, GG au 8037, sinon le 00224 657 39 13 13. Le site de la radio est évidemment aussi à votre service. Et puis voilà, toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 3 minutes sur Espace TV. Le king de la musique africaine met le feu à Conakry les 18 et 19 septembre, au Palm Camayen et sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Fally Ipupa, pour la première fois à Conakry, avec ses musiciens au grand complet pour un concert 100% live. Vendredi 18 septembre à 20h au Palm Camayen et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. 2 événements de taille à ne pas manquer. Sponsor leader, NSIA, Assurance Sport Autonome de Conakry. Prévente ticket, Palm Camayen. Partenaire, Adafo Média. Infoline 00224 624 62 57 27 ou le 00224 655 30 30 31. Un événement Oudi Prod en collaboration avec Alceni Camara Marco. Oudi Prod, le label des poids lourds. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre d'État, secrétaire général donc de la présidence, à la présidence publique, membre du directoire de campagne du candidat Alpha Condé. On s'intéresse à lui ce matin. Continuez à réagir évidemment. Beaucoup de messages déjà sur la plateforme, un peu plus tard on va s'intéresser là-dessus à Bakadel, notre invité ce matin. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, la Guinée qui est en train d'aller vers cette élection présidentielle, elle est prévue pour le 11 octobre. Nous sommes en début de la campagne électorale. Dans quel état d'esprit, vous, de la majorité présidentielle, vous abordez cette élection présidentielle? On sait que l'objectif pour vous, c'est d'offrir un second mandat à votre champion. Et effectivement, nous abordons cette campagne dans un esprit résolu de promotion et du bilan et du programme de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais aussi dans un esprit d'innovation et de modestie. Nous estimons qu'il faut de plus en plus respecter les électeurs, leur expliquer longuement les raisons pour lesquelles ils doivent choisir votre candidat et les impliquer dans tout le processus des opérations électorales, qui ne soient pas des simples cibles, mais qui soient des acteurs du processus électoral. Donc notre stratégie définit les électeurs comme le cœur de cible de toutes nos activités, de tout ce que nous entreprendrons pour cette période-là. Ouais. Allez, là-bas. Oui, avant d'en venir aux choses sérieuses, comme on dit, on aimerait bien savoir ce que ça vous fait de travailler avec M. Kassori Fofana. On se rappelle encore de votre débat ici dans les grandes gueules. Les débats qu'on a tenus ici avec M. Kassori Fofana, mon grand frère,
appartiennent à vos archives et à l'histoire politique de notre pays. Ce que nous faisons aujourd'hui également. Bien. Moi, Kassori Fofana est directeur de campagne. Je suis directeur stratégie et opération électorale. Nous travaillons ensemble, nous travaillons pour la même cause, pour les mêmes objectifs. Les ennemis d'hier Ainsi deviennent va des amis le monde. aujourd'hui. Ainsi va le monde. Alors, on va essayer de faire un replay un petit peu. Non, tu sais, celle-là, elle aime provoquer. On va essayer de faire un Qu'est-ce que replay. tu as dit? C'est une façon de parler, les ennemis d'hier, amis aujourd'hui. Non, pas du tout. Opposés hier, Non, pas du tout. ensemble Vous savez, aujourd'hui. il faut qu'on assume 3 choses en Guinée. La confrontation pacifique dans les débats, c'est ce dont vous faites la promotion, une bonne chose. La concurrence des qualités, c'est extrêmement important en démocratie. La démocratie, c'est pas seulement le peuple, c'est aussi les élites. Les élites ont des ambitions, ont des positions, ont des opinions qui peuvent s'opposer, mais ne sont pas des ennemis. Au contraire, c'est ce qui renforce les équipes. Les bonnes équipes discutent toujours ensemble avant de tracer la voie. Bien. Monsieur le ministre, puisque nous sommes en période de campagne et que nous n'avons pas le professeur Alpha Condé ici, mais vous êtes un peu ses lèvres ce matin. S'il y a un bilan à défendre, vous faites partie du directoire de la campagne. Que diriez-vous aujourd'hui? Que présenteriez-vous au peuple de Guinée? Et que leur présenteriez-vous aussi en termes de perspective aujourd'hui? Et pour le bilan, c'est le bilan du peuple de Guinée. Je parlais de la modestie, ce qui est paradoxal comme élément de stratégie, mais c'est Gandhi qui l'a enseigné, que parfois, quand vous croyez que vous avez bien parlé, essayez de féliciter les oreilles et les cœurs qui ont reçu votre message. Si le professeur Alpha Condé a bien travaillé, c'est parce que le peuple de Guinée, dans son ensemble, a bien souhaité, a bien accompagné ce travail-là. Donc ce bilan est le bilan du peuple de Guinée. Quel état, c'est pour la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un bilan. Comment vous le qualifierez, ce bilan? Élogieux, vous irez jusqu'à le qualifier d'élogieux, monsieur le ministre? Ce bilan est positif. Et on va aller secteur par secteur. Oui, c'est très important. on a l'impression que ce bilan se résume seulement qu'à Caleta. Non, pas du tout. On va aller secteur par secteur, comme le dit Lamine. Justement. Vous nous donnez le secteur de l'éducation d'abord. On a reçu quelques leaders ici, entre autres. Si je prends Lansana Kouyaté, qui était lundi dernier dans ce studio, et Assidia aussi qui est passé, entre autres celui d'Alain Diallo. On va essayer de partir secteur par secteur. D'accord, il n'y a pas de problème. Sur le plan de la santé, par exemple, monsieur le ministre. Sur le plan de la santé, quand les états généraux de la santé ont été organisés, on a identifié la stratégie de la mise en œuvre de la réforme du secteur de santé, est advenue brutalement, impromptument, la crise de la fièvre hémorragique Ebola. Ça a changé totalement la donne. Donc, au lieu que les leçons des états généraux soient l'axe stratégique de la réforme du secteur de santé, c'est Ebola qui nous a donné les leçons essentielles. Le président de la République le dit souvent, la première leçon, c'est la faiblesse de notre système de santé et dans ses infrastructures, et dans sa dotation en médicaments, et dans la formation des ressources humaines, et dans la façon dont nous gérons, par exemple, les hôpitaux de proximité que sont les centres de santé. Aujourd'hui, les centres de santé sont dirigés par des infirmiers. Je crois qu'il est important que des médecins spécialistes de santé publique se rapprochent des populations à la base et qu'on améliore la livraison du service public de santé. Voilà, mais parce que si on revient un petit peu en 2010, vous étiez là, monsieur Kiridi Bangura, dans ce même studio. On sait très bien que le président, dans son programme de société, il avait dit quelque part, sa priorité, ce sont les femmes. On parle de quoi exactement? La gratuité de la césarienne. La césarienne, on sait bien qu'il y a eu des remous un peu dans ce sens-là. Si on fait un peu le replay, votre programme de société en 2010, qu'est-ce qui a été fait? Dans ce secteur. La gratuité de la césarienne a été faite. Il y a eu quelques incidents, comme dans tous les systèmes sociaux. Quand vous mettez vous tracez une directive, vous prenez des réglementations, vous avez toujours des brebis galeuses, des gens qui refusent pour des raisons d'intérêt personnel d'appliquer ces mesures-là. Sinon, la gratuité de la césarienne est une réalité dans ce pays aujourd'hui. Et tous les actes médicaux liés à la naissance, c'est tous les soins liés au fait qu'une femme donne vie sont gratuits aujourd'hui et on le sait. Tout le monde le sait. Mais c'est vrai, la force de ce régime-là, c'est que les scandales qui ont été liés ici et là, quelques médecins qui n'ont pas voulu respecter ces directives, c'est que les scandales, grâce à la presse, ont été connus et ont été sanctionnés. La plupart du temps. Vous semblez avoir trouvé en Ebola l'accusé parfait dans ce secteur-là. Pourtant, Ebola, c'est en 2014. Je finis ma question, monsieur le ministre. Je finis ma question. Je vais vous aider à évaluer un programme. Un programme s'évalue par des objectifs sectoriels, mais aussi par les priorités. Quelles étaient les priorités en 2010? C'était l'électricité. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Oui. C'était la réforme du secteur de défense et de sécurité. Est-ce que la réforme de l'armée est une réalité ou pas? Oui. C'était la réforme de la justice. Non, mais attendez. Mais on a besoin d'un minimum d'action. Vous savez, on ne veut pas vous aider. On a appris à aider Action
comment on évalue. Attendez, monsieur le ministre. C'est les priorités qu'on évalue. Bien, monsieur le ministre. Yoro, si tu permets, on a besoin. On a besoin, monsieur le ministre. La méthodologie d'évaluation, c'est quoi? Allez, on ne va pas parler développement à l'antenne. Excusez-moi, Bien. allez-y. Non, mais je revenais sur cette question pour dire que vous semblez avoir trouvé en Ebola l'accusé parfait, en tout cas dans le secteur de la santé, et pourtant, cette épidémie ne s'est déclarée, si nos souvenirs sont bons, qu'en 2014, ou fin 2013. Alors, entre 2010 et fin 2013, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a un minimum d'acquis dans le secteur de la santé à présenter au peuple de Guinée? C'est tout. Je vais vous faire rire un peu. Comment voulez-vous réformer les secteurs de dépenses quand vous n'avez pas consolidé les secteurs de recettes? Dans toute l'histoire du développement, on commence d'abord par améliorer les finances publiques, les caisses. C'est quand vous avez les caisses qui sont sûres, qui sont abondées, que vous pensez à la qualité de la dépense. La santé est un secteur de dépense, l'éducation est un secteur de dépense. Voilà pourquoi ces deux réformes étaient tributaires de la réforme macroéconomique, donc de l'initiative PPTE, de la stabilité de la monnaie, de la réduction de l'inflation qui est passée de 21 à moins de 10%. Mais rien ne vaut la santé, monsieur le ministre. Non, rien ne vaut la santé, mais encore une fois, pour assurer la santé, il faut, quand vous allez au village, on vous dira que la première des santé, c'est se nourrir. Donc, et se nourrir, ça équivaut à quoi? Avoir un champ planté et récolté. Donc, il y a quand même une logique entre la réforme macroéconomique qui était le soubassement à faire avant de s'attaquer aux objectifs sectoriels dépensières qui sont dépensiers et qui sont incontournables, que sont les secteurs de santé et les secteurs d'éducation. Mais on a essayé d'abord de régler le soubassement, il a été réglé et on commençait à construire les murs et le pays s'apprêtait à prendre son envol vers l'émergence quand a surgi l'épidémie Ebola. Ebola, encore une fois, on n'a pas compris l'expression de monsieur le président de la République. Il a dit que l'Ebola est une opportunité. C'est que l'Ebola a permis de se rendre compte du paradoxe de nos pays. C'est-à-dire qu'en fait, on nous demande des efforts macroéconomiques. On nous demande des efforts d'investissement de plus en plus soutenus. Quand, dans le même temps, le monde entier a reconnu les secteurs comme la santé et l'éducation comme des droits humains. Donc en fait, le financement international devrait nous soutenir plus sur ces objectifs-là. Allez-y. Alors, je crois que c'est ces leçons-là qu'il faut... Alors, monsieur le ministre, on le sait très bien dans ce pays que la santé et l'éducation sont restés très longtemps les portefeuilles troués de l'État. Aujourd'hui, Ebola a obligé le gouvernement à élever le niveau d'investissement dans la santé. Après 2015, si votre champion est élu, qu'est-ce qui va être prévu? Est-ce que le budget sera maintenu là ou on va encore le réduire pour que nous tombions dans un système de santé caduque comme dans les années passées? Non, c'est vraiment la question est très pertinente. Aujourd'hui, comme disait Abraham Lincoln, si vous ne savez pas ce que rapporte l'éducation, posez-vous la question, qu'est-ce que l'ignorance coûte? C'est vrai que cette crise a permis de se rendre compte que quel que soit le coût de l'éducation, il y a un niveau minimum qu'on a atteint qu'il faut maintenir et accroître. Que c'est la base du développement social et humain. Ça, cette leçon-là, nous, modestement, on l'apprend. Et cette leçon va être la base de la programmation des 5 ans à venir dans le domaine social, notamment le domaine de la santé. Un des candidats parlait de 32% du budget alloué à la santé si jamais il était président. Est-ce que c'est raisonnable selon vous? Notamment Sidya Touré. Vous savez, il vous a mis les recettes en face. Parce que comme c'est son programme de société. Voilà. Mais je crois que sur ça, on est tous d'accord. Vous savez, en fait, quand vous écoutez les candidats, ce que vous devez rechercher, c'est qu'est-ce qui nous oppose. En fait, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Eux aussi, ils ont tiré les leçons de la crise Ebola. Tout le monde est d'accord aujourd'hui d'accroître notablement le budget de la santé. Et cette proposition-là ne me paraît pas extraordinaire quand il s'agit de refaire les infrastructures dans les collectivités locales, de refaire les infrastructures au niveau des hôpitaux préfectoraux et au niveau des hôpitaux régionaux et des grands CHU de référence à Conakry. Voilà. Pour toutes ces dépenses-là, sincèrement, mais les dépenses d'aujourd'hui peuvent être des recettes de demain. Pourquoi? Si nous dépensons bien dans le domaine de la santé, nous allons réduire notre dépendance extérieure en termes de soins. Nous allons aussi surtout réduire le temps de latence des enfants pour l'école. Parce qu'un enfant qui fait 3 palus par an ou 2 palus par an, c'est autant de jours de classes qui sont perdues. Si nous calculons les coûts indirects
de la non-santé, on trouvera que les 32% peuvent être quelque chose de raisonnable pour l'avenir de notre pays. Allez-y, Madame Alors, Yoruba. Monsieur le ministre, je suis parfaitement d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a eu en tout cas, on a parcouru un grand chemin dans le domaine de la santé. Mais le plus grand scandale, je vais vous citer 2 exemples qui a en tout cas ému toute la Guinée ici, c'est le cas de cette dame, Salimatou Camara, qui est décédée du côté de Donka. Mais croyez-moi que rien n'a été fait pratiquement parce qu'il n'y a eu aucune sanction à ce niveau. Le monsieur, il a été dit, non, le monsieur, on l'a reçu ici récemment. On peut l'appeler encore. Il est venu dans nos studios. On l'a débouté. Aucune personne, aucun membre du personnel médical n'a été sanctionné. On dit qu'il n'y a pas eu de coupable. Ça, c'est un premier cas. Je n'ai pas fini, monsieur le ministre, ma question. Ça, c'est un premier cas. Je suppose que la justice aurait quand même pu trouver quelqu'un parce que forcément, il y a un coupable parce qu'il y a une dame qui est décédée en couche. Il y a eu défaillance quelque part. Est-ce que là, ce n'est pas une défaillance du système, de votre système qui a failli là? L'autre question, vous dites qu'il y a des infirmiers dans tous les centres de santé, mais je vous rappelle un autre cas, cette femme qui a accouché de jumeaux, qui portait une grossesse jumellaire du côté de Pita, qui a accouché d'un jumeau à Pita, de l'autre à Koya, 2 jours après. Dans ce centre de santé, il n'y a pas d'infirmiers. Est-ce que vous pensez que ces dispositifs... C'est quel coin de qui? C'est dans Sangaréa, du côté de Sari. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de sage-femme. Il n'y a pas d'infirmière. J'ai beaucoup de tendresse pour Sangaréa. Sangaréa est la sous-préfecture la plus enclavée de la République de Guinée. C'est dans l'encaissement des montagnes entre Kindia, Pita et Télémélé. Et vous avez raison. Et je vais vous dire une chose, un souvenir personnel. Le premier poste de santé de Sangaréa, c'est moi, jeune ministre de l'administration du territoire en 2004, qui l'avait fait faire. Sangaréa est un cas particulier. Je vous signale que le président de la République voulait s'arrêter à Sangaréa hier et avant-hier. Mais la météo ne lui a pas permis d'aller à Sangaréa. Les grandes gueules. Et il est extrêmement important, justement, que vous sachiez que notre campagne, c'est cette campagne de proximité-là, c'est ces soucis du détail. Pour revenir au cas de la justice dans l'affaire Donka. Vous savez, l'état de droit est extrêmement complexe et est basé sur des procédures. Nous devons laisser la justice indépendante tout en lui exigeant de nous donner des réponses au cas qu'on lui soumet. Donc c'est pour cela le procureur de la République a interjeté appel pour demander que cette affaire soit réjugée. Mais dans l'état de droit, malheureusement, l'État ne peut faire que ça, de demander au procureur d'interjeter appel. On ne peut pas, même si c'est vrai, il faut un jugement bien établi pour que les sanctions tombent. C'est ça, cette difficulté entre la justice et le droit, c'est difficile mentalement, mais il faut qu'on l'accepte. Sinon, on va rentrer dans des justices expéditives où on sanctionne les gens sur des preuves de bon sens, émotionnelles parfois pas fondées. Allez-y, Tamba. Monsieur le ministre, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Mais vous êtes encore en forme ce matin. Allez-y. On est toujours en forme. Comme tous les jours. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, monsieur le ministre, lorsque vous avez dit que vos priorités, c'était les secteurs de recettes. Vous vouliez davantage travailler sur les secteurs de recettes avant de venir travailler sur les secteurs de dépenses comme la santé, comme l'éducation. Mais entre-temps, les anciennes pratiques, on voit toujours nos ministres et d'autres responsables de l'État aller se faire soigner à l'étranger. Il y a ces cas-là. Du côté de l'éducation, vous savez le constat qui est là. Et ça m'inspire une question toute simple. Est-ce que l'éducation et la santé n'étaient pas des priorités de votre action? Encore une fois, il y a des priorités de premier front et des priorités de second front. Je n'ai jamais vu dans un système, dans un pays en développement, dans toutes les sciences du développement, je ne connais pas de cas où il y a eu accroissement du bien-être social, éducation, santé, sans accroissement de l'économie en général. Je n'en connais pas. Donc, c'est des questions de méthodologie. Vous savez pourquoi j'aime venir ici? Bon, on me le reproche d'ailleurs souvent, que j'aime venir chez vous ici. C'est parce que vous êtes très pertinent et vous nous poussez à expliquer des choses qu'on n'explique pas tous les jours. Il y a une méthode pour se développer. Il y a une méthode. L'histoire du développement est une vieille histoire. Le premier pays sous-développé qui s'est développé, vous savez c'est lequel? C'est les États-Unis d'Amérique qui ont inventé l'alphabétisation, qui ont inventé les budgets sociaux, qui ont inventé la société civile. Les États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde aujourd'hui, est le premier pays qui est passé de l'état de sous-développement, d'ignorance à l'état de développement et une société de savoir. Il y a une méthode. Et cette méthode-là, elle est incontournable. Elle prend le temps qu'elle prend. Ce qui est important, c'est de garder le cap et de faire les efforts essentiels. Voilà, notre invité ce matin, Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, ministre d'État, donc ce matin chez les GG. Alors, si vous devez donner une note dans ce sens, secteur santé, de 1 à 10, vous allez donner combien? Franchement, allez, comment voulez-vous? Pas du tout. Écoutez, sans langue de bois, monsieur le ministre. Il n'y a pas de langue de bois. Ah ben oui. C'est à vous d'évaluer. Ah ben alors là, pas du tout. Comment moi je peux Non. Autrement, Lamine, je pense qu'on peut vous poser cette question. De 2010 à ce jour, qu'est-ce qui a changé qualitativement?
au sein du secteur de la santé. Je crois que Lamine Guirassi, qui gère les finances de l'espace, je me trompe, c'est pas lui qui gère la... Alors, pas du Non, tout. c'est pas lui. C'est pas moi du tout. Hein. Tout est organisé ici. Alors, oui. Donc tout le monde gère en même temps. Chacun gère dans son domaine. Notre argentier est la personne la mieux placée pour savoir les économies qu'il a réalisées ces derniers jours. Je parle On parle du domaine de la domaine santé. de la santé. En termes de chiffres, monsieur le ministre, s'il vous plaît, je pense que le débat est assez sérieux. On aimerait vous entendre là-dessus. Oui. En termes de chiffres, avant, je sais que le ministère du Plan et tout s'occupe de ce genre de choses. Est-ce que, par exemple, le taux de mortalité infantile, le taux de décès dû au paludisme, est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à cela de 2010 à ce jour? Qu'est-ce qui a changé? Encore une fois, cette question est pertinente, c'est pas pour vous flatter. Et avant-hier, il y a une enquête multi-sectorielle qui a été lancée dans le domaine de la santé, justement, pour voir. On était dans une phase d'amélioration et d'accroissement des indicateurs de mortalité, de morbidité infantile et tout. Et on est en train de lancer une enquête avec le FNUAP, avec l'UNICEF, pour vérifier quel a été l'impact d'Ebola sur les mêmes indicateurs. Okay. On n'a pas encore les résultats. Mais sincèrement, c'est pertinent parce que ça, il faut le savoir. Il faut savoir en quoi cette épidémie a changé l'évolution des indicateurs d'amélioration. Mais nous, on parle de bilan sans Ebola. Non, sans Ebola dans ce secteur, nous avons géré un enjeu difficile, une épidémie terrible. Le pays a globalement résisté à cela. Les réformes restent à faire dans le domaine de la santé. Allez-y, donc globalement, il n'y a rien à se mettre sous les dents dans le secteur de la santé. L'accusé parfait, c'est Ebola. Mais vous avez dit que vous avez concentré vos énergies sur la mobilisation des recettes, à comment créer de la richesse. Au sorti de ce mandat, peut-être que Ebola va s'inviter encore dans le débat. J'espère que non. Nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes à 9 jours sans nouveau cas. Oui. Et nous n'avons que 3 cas, 2 cas suspects et 1 cas de malade avéré. J'ai fini ma question. Nous continuons à faire des efforts parce que vraiment Ebola. Oui, je m'intéresse aux recettes parce que vous avez dit que vous avez concentré le tir sur les recettes. À comment mobiliser les recettes pour finalement les redéployer ailleurs. Mais au sortir de ce mandat, c'est pourquoi j'ai dit que Ebola risque de s'inviter encore dans le débat. Nous en sommes à une croissance nulle. D'aucuns parlent même de pays en récession. Alors, dites-nous, quel est l'impact de toutes les réformes que vous avez engagées dans le secteur? Il y a aussi le fait que, malgré toutes ces réformes, je m'intéresse à l'unicité des caisses. Cela n'a pas empêché un certain nombre de déperditions de l'argent, des deniers publics qui sont détournés ici et là. C'est une question où vous participez au débat. C'est une question. C'est une question. L'impact des réformes macroéconomiques. Non, très sincèrement. Et l'impact est d'abord visible. Les routes qu'on est en train de réaliser dans notre pays aujourd'hui, les autoroutes et les routes, c'est sur le budget national. Ouais. Et vous avez vu les investissements colossaux à Bouké, à Mamon, à Zélekoré, à Kankan, c'est sur le budget national. Ouais. C'est presque 300 milliards de francs guinéens d'investissement dans chacun de ces chefs-lieux de région chaque année pour rehausser le niveau de développement du pays. Ouais. Vous avez vu que pendant ces 5 ans, on a distribué, on a subventionné l'engrais pour les paysans. Le rendement du pays est passé en riz de 1,5 million à 2 millions de tonnes. Et ces paysans-là ont acheté cet engrais à un coût extrêmement abondé par la subvention. Cela est lié à la bonne gestion des finances publiques. Donc ces recettes-là et cette caisse a permis de travailler sur le productif. Le productif, c'est, comme vous le savez, c'est les infrastructures, c'est l'agriculture, où 70% quand même de nos parents, de nos concitoyens sont acteurs de cette activité, et c'est aussi l'énergie. Si on a pu tenir, on a pu abonder dans le financement, on a pu avoir quel état. Il y a des gâchis, pardon, en ce qui concerne l'énergie. Oui. Le président de la République surtout nous a conseillé la modestie. Okay. C'est un professeur d'université et il croit à la pédagogie. La pédagogie, c'est parfois quand on comprend, parfois aussi c'est quand on se trompe. Et dans les deux cas, il faut apprendre. Nous avons appris que c'est vrai, dans le domaine de l'énergie, la stratégie du thermique n'était pas la bonne. Ça a été corrigé, le résultat de Kaleta est là et d'autres résultats sont en préparation. Au moment où je vous parle, une mission est à Paris pour qu'on expose à cette mission-là l'étude de faisabilité de Swapiti. Donc on est déjà dans le futur. Vous dites que la stratégie du thermique n'est pas bonne ou vous avez Laissez-moi finir.
nos diplomates qui pouvaient rester 6 mois, 9 mois sans toucher leur salaire à l'extérieur, grâce à la saine gestion macroéconomique, à la bonne gestion des finances publiques, ont eu leur salaire régulièrement, comme tous les autres diplomates du monde. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans le fonctionnement général de l'État grâce à la capacité que le président s'est donnée de garantir une saine gestion des finances publiques et aussi de travailler sur les priorités productives dans un premier temps. Ça, je vous le dis, dans le domaine de l'éducation, que vous n'abordez pas, il y a 5000 classes qui ont été construites dans ce pays, donc à raison de 1000 classes par an ces 5 dernières années. Franchement, pour avoir des scores comparables à cela, il faut remonter dans les années du PAS, dans les années 88-89, quand Mme Aïchaba était à l'éducation notamment. Sincèrement, il faut savoir que non seulement le gouvernement a bien travaillé, mais le gouvernement a travaillé sur des priorités. Le programme du président était de donner au pays les bases solides et des bases durables. Ce n'était pas de faire du flonflon, de faire du tape à l'œil et d'investir dans les secteurs qui ne pouvaient pas permettre la durabilité. Mais je vous rassure sur une chose, la campagne est l'occasion aussi d'évaluer tout cela, d'avoir de nouvelles idées, à la confrontation des populations, d'assumer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et d'aller de l'avant. J'espère que le président ne vous dira pas le contraire, parce qu'il se contredit aussi, hein, il faut le rappeler, monsieur le ministre. Bah oui. Le président Condé, quand il se victimise à dire si mon frère était là. Nous avons les sons, on va revenir là-dessus dans un instant, si vous le permettez. Non. Ben, si. Vous savez pourquoi je ne commande pas ça? Non. Chacun de nous est un être humain. Ouais. Et je vais vous dire une vérité. Hein. Moi, je suis très attaché à la personne du président de la République. Ouais. C'est pas seulement un lien de détail. Il est vrai. Il est vrai, il est humain. Ouais. Il a des moments de sentiments qu'il exprime. Je crois que c'est génial pour quelqu'un de son âge. Bien. Excusez-moi. Je vais finir sur ça. Quelqu'un qui a, à un moment donné, moi, j'ai perdu mon père, dans les histoires politiques de la Guinée, là, à 6 ans. Et parfois, je me dis, et si mon père était là, est-ce que j'aurais vécu ce que je suis en train de vivre là? Ça m'arrive tous les matins pratiquement. Ma mère est morte il y a seulement 4 ans. Mais 5 ans, pardon. Il y a chaque année, je me demande, merde, si maman était là, cette discussion, je l'aurais eu avec elle. Elle m'aurait dit ça, Chacun de nous, dans sa vie de tous les jours, a un être qui lui manque et de qui il se rappelle. L'exprimer, c'est de l'humanité. Bien. C'est pas de la politique. On se confesse ce matin chez les GG. Et si le prochain président de la Guinée s'appellerait tel? On parle de tout ça dans un instant sur Radio Espace. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée. Retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.